Bienvenue dans ces salles de classe virtuelles de la Pougala Academy. Aujourd'hui nous allons parler de spoliation de l'Afrique en général. Donald Trump contre Huawei ou le bluff du siècle partie 3/5 de Jean-Paul Pougala. Avant-propos. Au XXIe siècle, l'ignorance doit être un choix, une option pour tout Africain. La totalité de mes leçons de géostratégie africaine, que vous trouverez ensuite dans les livres tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont d'abord transcrites et mises gratuitement à votre disposition, dans cette salle de classe virtuelle, IEG, qui compte aujourd'hui 6 juin 2019, 430 000 inscrits et augmente d'environ 800 à 900 inscrits par jour, afin que chaque Africain puisse accéder à la connaissance. Comme d'habitude, j'utilise un langage aussi facile pour que tout le monde puisse bien assimiler la leçon. Écoutez, réécoutez et imprimez autant de copies que vous désirez de mes leçons et faites-les circuler gratuitement autour de vous. Au XXIe siècle, pour tout Africain, l'ignorance doit être un choix, une option. Ce matin, je vais continuer la leçon sur la guerre commerciale entre les USA et la Chine, entre Trump et Huawei. Je vais me saisir de la pensée globale pour affronter cette troisième partie. La pensée globale consiste à oublier un instant le sujet qui nous intéresse, pour aller chercher un autre thème qui pour un profane, en apparence peut sembler du hors-sujet. C'est vous seul au départ qui savez que les deux sujets ont quelque chose de commun, que vous démontrerez à la fin du raisonnement. Cette partie 3/5 et la 4e à venir vont sembler n'avoir rien à voir, mais pour ceux qui sont inscrits dans cette salle depuis un an au moins, dès le titre, vous serez en mesure de comprendre où je veux en venir après. Introduction. Il y a un cours que j'aimais beaucoup à l'université à Perugia, en Italie, c'était l'histoire économique. Pour les Italiens, cela ne servait à rien de faire de la médecine sans au préalable comprendre l'histoire de la médecine, cela ne servait à rien de faire de l'architecture, sans d'abord maîtriser l'histoire de l'architecture. Et de même à rien ne servait de penser, maîtriser l'économie, sans comprendre l'histoire économique. Et pour parler de la création des usines, il fallait au préalable parler de l'histoire des hommes qui avant nous ont créé avec succès ou même échec des usines. Et aujourd'hui 6 juin 2019, à rien ne sert de parler des problèmes de l'actualité sans revenir en arrière sur l'histoire. On ne peut pas bien comprendre et anticiper ce qui va se passer demain entre les Chinois et les Américains dans la guerre des télécommunications, sans remonter dans l'histoire du secteur de la téléphonie et de la communication. Et là, il y a deux Italiens qui vont nous permettre de comprendre ce que nous réserve la vraie guerre civilisationnelle qui se cache derrière la bataille du smartphone et de la 5G, entre les deux principales puissances économiques de la planète. Ce sont deux Italiens, c'est Marconi et Meucci. Et nous verrons à la fin du raisonnement que ce sont les deux vrais pères de la 5G et pourquoi le fait de remonter à eux, montre le retard civilisationnel des États-Unis par rapport à la Chine, retard qui risque de se transformer en une régression abyssale qu'on ne récupère pas avant 100 ans. Aujourd'hui, pour la 3/5 je vous parle du premier, Marconi. Un Guglielmo Marconi, l'inventeur de la radio-question, comment a-t-on fait pour avoir des survivants au naufrage du Titanic? Réponse, grâce à un appareil utilisé pour la première fois de l'histoire pour appeler les secours en mer, l'appareil était fabriqué par un Italien, un certain Marconi et c'était la radio. Guglielmo Marconi, autodidacte physicien et inventeur italien né à Bologne 1874 et mort à Rome en 1937 de père italien et de mère irlandaise. C'est lui l'homme qui est à l'origine de l'épilogue de la guerre aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et l'entreprise chinoise Huawei. Il est en effet l'inventeur de la radiotélégraphie, qui est à l'origine de la révolution technique qui a ouvert l'ère des télécommunications dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Marconi est le fils d'un riche propriétaire terrien italien et d'une mère irlandaise. Réussir dans les études signifiait faire des études longues. Mais il n'est pas très brave à l'école. Il se passionne plutôt pour les choses manuelles. En 1893, il a 19 ans. Il quitte l'école sans baccalauréat. Mais il a la chance d'avoir un voisin et ami de son père, un physicien du nom de Augusto Righi, 1850 à 1920, qui enseigne électrotechnique à l'université de Bologna le jour et le soir et les week-ends, chez lui,
il fait des expériences de transmission et de réception d'ondes hertziennes. À l'époque, la seule possibilité de communiquer à distance était le télégraphe, c'est-à-dire qu'il y ait un fil entre celui qui écrit le message et celui qui le reçoit. Righi autorise le jeune Marconi à venir suivre ses cours à l'université et d'assister à ses expériences à la maison. En 1894, il a maintenant 20 ans. Alors que son voisin faisait ses expériences de transmission dans un cadre purement académique, le jeune Marconi y prend goût et a l'intuition de mener ses propres expériences, non plus pour le plaisir académique, mais pour mener la concurrence au télégraphe. Et pour cela, la gloire n'est plus comme pour son enseignant, de réussir à parler à quelqu'un devant vous sans utiliser un fil, mais que la personne soit le plus loin possible. Les expériences de Marconi ont désormais un objectif, réussir à augmenter chaque fois la distance de transmission, pour que le destinataire soit le plus loin possible et en 1894 en effet, à 20 ans, Marconi arrive à communiquer jusqu'à 2 km. Durant l'été 1895, à 21 ans, il réalise dans les Alpes suisses, dans le village de Salvan une liaison télégraphique de 2,4 km, 1,5 milles. C'est pour lui la possibilité de dialoguer entre deux villages, entre deux localités. En automne 1895, ce jeune garçon de 21 ans va à Rome et propose son invention au ministre italien des Postes et Télégraphes, Salvatore Cineo, en lui expliquant que désormais, on n'a plus besoin du télégraphe, mais il refuse. Il refuse même d'écouter le jeune homme, selon lui trop jeune. Personne ne veut rien savoir d'un gamin autodidacte de 21 ans qui n'est pas allé à l'école. Au contraire, il est accablé par les spécialistes et les académiciens italiens qui le traitent d'imposteur, d'escroc et de faux magicien qui propose quelque chose que personne n'a jamais vu. C'est la douche froide. Marconi croyait avoir découvert ce qui allait révolutionner le monde, mais on le traite d'escroc, dans son propre pays. En 1896, il a 22 ans. Le moral à terre, et tout fâché, il quitte l'Italie, le pays de son père, pour aller dans le pays de sa mère. Mais non pas en Irlande, où son grand-père maternel était producteur de whisky, en fondant la distillerie Jameson Whisky depuis 1780 à Dublin, mais à Londres. Contrairement à l'Italie où il était considéré comme un escroc, parce qu'il était autodidacte et trop jeune, les Britanniques ne lui demandent pas quel diplôme il a, mais l'écoutent pour ce qu'il a à proposer. Il a ainsi la chance de montrer ses expériences devant le chef du service télégraphique des postes britanniques et surtout, des représentants de l'armée. Devant ces spécialistes, Marconi arrive avec deux appareils qu'il a construits lui-même en se servant de tout ce qu'il avait lu sur les inventions précédentes en matière de télégraphie. Dans le premier boîtier, il a installé une bobine d'induction dite « bobine de Ruhmkorff », qui est un générateur électrique qui permet d'avoir des tensions très élevées, à partir d'une source de courant continu. C'est son émetteur. Dans l'autre boîtier, il a installé un radioconducteur dit de Branly qui lui sert de récepteur. Marconi fait installer le premier appareil dans un immeuble et le deuxième dans un autre situé à 300 mètres de distance. Il réussit à transmettre des signaux en morse entre les deux immeubles. La Royal Navy, la marine britannique, est séduite et accepte d'engager une campagne d'essai pour communiquer entre les différents bateaux de l'armée britannique. C'est un succès. Le 2 juin 1896, Marconi dépose le premier brevet au monde pour un système de télégraphie électrique au moyen d'ondes hertziennes. Le 18 mai 1897, il établit une liaison entre deux points distants de 9 miles 14,4 km, au-dessus du canal de Bristol. À partir de 1897, l'Office américain des brevets lui délivre une trentaine de brevets sur la télégraphie sans fil, Wireless Telegraphy. Il crée alors sa propre société pour exploiter ses inventions, la Wireless Telegraph et Signal Company. Désormais, il ne va pas se contenter de déposer les brevets, mais il va devenir un industriel, un très riche industriel. En juillet 1897, à 24 ans, il est devenu un jeune homme riche et très célèbre. Il retourne en Italie, où la jalousie s'est estompée et il est déjà devenu un héros national. Cette fois-ci, c'est le ministre italien de la Marine, qui l'invite à faire une démonstration à Rome.
Il démontre au ministre que ces appareils ont la possibilité de communiquer par radio avec des navires en mer en installant dans le port de La Spezia une station d'émission, dont les signaux sont reçus par un bateau de la marine italienne situé à une distance de 16 km en mer. En 1898, il ouvre la première usine de radio au monde, à Chelmsford, en Angleterre. L'armée britannique passe une très importante commande à la Wireless Telegraph and Signal Company, de Marconi, des équipements pour améliorer la communication de sa flotte en mer. Le 27 mars 1899, Marconi réalise la première communication entre l'Angleterre et l'Europe, notamment entre Douvres et Wimereux, à côté de Boulogne-sur-Mer, avec l'envoi d'un télégramme historique à Branly, l'inventeur du radioconducteur qui lui avait servi de récepteur à ses débuts. En décembre 1901, il réussit la première liaison transatlantique entre l'Europe et l'Amérique, sans fil. En 1902, il constate que durant la nuit ces transmissions vont encore plus loin. D'où lui vient l'idée des ondes courtes. En 1903, il ajoute à son invention un détecteur magnétique qui permet désormais de transmettre aussi le son. En 1904, il découvre que les antennes horizontales peuvent donner une direction à la communication. Il va travailler dessus pendant 10 ans et en 1914, il crée le premier service de radiotéléphonie en Italie. En 1909, il est lauréat du prix Nobel de physique, premier autodidacte à gagner un prix Nobel. En 1916, il montre qu'en utilisant les ondes courtes, on peut parler en Europe et avec un appareil radio, écouter cela à des milliers de kilomètres. La radio était née. En 1918, il envoie le premier message radio de l'Angleterre vers l'Australie. En 1922, Marconi est cofondateur de la radio publique BBC, British Broadcasting Company, qui deviendra British Broadcasting Corporation. La première émission quotidienne débute le 14 novembre depuis le studio londonien de Marconi. Mais les journaux britanniques s'insurgent et il est interdit à la BBC de parler d'actualité et de donner des informations à l'antenne, pour éviter que les lecteurs ne fuient en masse les journaux pour se contenter des informations gratuites diffusées à la nouvelle radio de Marconi. Lorsqu'il meurt, le 20 juillet 1937, toutes les stations de radio du monde lui rendent hommage en éteignant les signaux pendant 2 minutes pour observer le silence. En septembre 2008, l'Italie et la Suisse frôlent l'incident diplomatique, lorsque l'ONU, à travers son agence, l'UIT, Union internationale des télécommunications, décerne à la ville suisse de Salvan, le titre de patrimoine mondial des télécommunications, reconnaissant le caractère indispensable des essais de Marconi dans ce village à l'été 1895, lorsque personne ne voulait de lui en Italie, parce que sans diplôme. L'Italie de son côté, niait absolument que Marconi ait jamais mis les pieds dans ce village. Et que la Suisse cherchait à voler un héros national italien, dont sa ville de naissance de Sasso s'est rebaptisée en Sasso Marconi, avec un musée dédié au génie et où des milliers de visiteurs se rendent chaque année, renflouant les caisses de la mairie qui avait ainsi peur de la concurrence de Salvan. Quelle leçon d'intelligence économique pour l'Afrique. Lorsque quelqu'un est moins intelligent que vous, ne soyez pas surpris qu'il vous traite d'imposteur ou d'escroc. Il le dit en toute bonne foi. Tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de vous ramener à son bas niveau de compréhension. Car son degré d'intelligence ne lui permet pas de bien vous cerner. Il n'est donc pas capable de cerner ni votre démarche, encore moins l'objet de votre démarche. Ce n'est pas parce que tout le monde vous traite d'imposteur que vous devez abandonner ce que vous êtes en train de faire, en toute honnêteté. Ce n'est pas parce que les plus naïfs vous traitent d'escrocs dans leur manque d'intelligence pour vous comprendre ou pour suivre votre rythme trop accéléré, pour eux que vous devez ralentir, ou vous remettre en question. Cela me fait souvent rire, lorsque je vois un inculte me dire que je l'ai déçu, parce que je n'ai pas bien parlé de son gourou, Cheikh Anta Diop, Mandela ou Kamto, ou tout le bien qu'il espérait entendre. Et certains se désabonnent pour cette déception. La vérité est qu'entre eux et moi, il y a un rapport de force qu'ils ignorent et dans lequel, c'est eux qui ont besoin de moi et non l'inverse. C'est moi qui leur donne des instruments pour leur permettre de sortir de leur ignorance pour accéder à une certaine modernité de la pensée et de la connaissance. Et eux, ils ne m'apportent rien. Mais ça, ils ne le savent pas.
S'ils se désabonnent, c'est bien eux qu'ils pénalisent et non moi, puisque je continue dans mon évolution, je continue à déployer toutes mes stratégies qui sont à 360 degrés et personne d'autre que moi, c'est où je vous amène. Si quelqu'un quitte le bateau, c'est bien la preuve qu'il ne sera pas avec nous à l'arrivée. Marconi, l'escroc pour les Italiens à ses débuts, est aujourd'hui l'objet d'adoration par les mêmes Italiens. Si vous savez où vous allez, et vous n'avez rien à vous reprocher, ne vous faites pas freiner par ceux qui ne vous comprennent pas et passent leur temps à vous insulter. Car de toutes les façons, ils n'ont pas l'intelligence pour le faire. Vous êtes juste trop en avance sur eux, et eux, en très grand retard de compréhension et l'histoire, par définition, a horreur des retardataires. Est-ce que vous pensez que les attaques contre Huawei par les Américains arrêteront le géant chinois de son ambition de changer le monde? Marconi avait compris au XIXe siècle qu'on avait développé l'industrie depuis plus d'un siècle, pour produire des biens de consommation, des voitures, des trains, des bateaux, des électrodomestiques UES etc. Mais on avait oublié la plus importante, faire communiquer les gens dans cette modernité-là. Et cela n'avait pas de sens de vivre dans une nouvelle ère en communiquant entre humains comme dans l'ère d'avant. Huawei a compris qu'on avait peut-être tout inventé au XXIe siècle, mais qu'on n'avait pas fait communiquer les inventions entre elles et l'homme. Et elle est la seule à avoir investi 20 milliards de dollars par an, en recherche pour inventer la ville connectée, la voiture connectée etc. Si quelqu'un se désabonne de Huawei, c'est son problème, pas celui de Huawei. Conclusion partielle de cette partie 3/5. Aujourd'hui, Huawei est le Marconi de la fin du XIXe siècle. Marconi était un escroc et un imposteur pour les Italiens mais un sage pour les Anglais et les Italiens ont fini par se mettre à jour avec Marconi. Aujourd'hui, Huawei est la seule compagnie à créer une révolution civilisationnelle des télécommunications, comme on n'avait jamais vu depuis Marconi. Et pour les États-Unis, Huawei est un danger. Mais personne ne peut douter qu'il ne faudra pas 5 ans aux Américains pour se mettre à jour avec la nouvelle donne dictée par ce qui est retenu aujourd'hui, par erreur et mauvais calcul nationaliste, comme un danger, Huawei. Aujourd'hui, dire que Huawei est exclu des appels d'offres, c'est comme lorsque Marconi ne faisait pas partie des appels d'offres pour le télégraphe. Huawei est la seule compagnie au monde à posséder l'intégralité des brevets sur la 5G de A à Z. Et donc, la seule capable de construire une infrastructure 5G autonome. Tous ses concurrents font du 4G amélioré. Ce qui n'est pas la même chose. Huawei est avec les Américains aujourd'hui, comme quelqu'un qui tient la main d'un aveugle pour traverser une rivière qui a débordé et l'aveugle pose comme condition de réciter qu'être aveugle est une bénédiction. Jean-Paul Pougala, à bord d'un vol de Séoul à Tokyo, le 6 juin 2019. Prochaine publication. Nous parlerons de Meucci ou le vrai inventeur du téléphone. Nous parlerons du vol de brevet par Bell, la création de AT&T, son concurrent MCI, nous parlerons de Alcatel-Lucent, de Ericsson et les difficultés pour les principaux concurrents américains de réussir le nouveau virage imposé par Huawei. De Jean-Paul Pougala. Si cette leçon t'a plu alors nous t'invitons à cliquer sur j'aime et partager la vidéo. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos futures leçons. Ciao et à bientôt.